Bon, alors c'est une discussion, voilà, l'intitulé du topo antiracisme et extrême gauche qui est assez large. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. On aurait pu l'appeler marxisme, antiracisme et lutte des classes. On aurait pu le prendre par énormément d'aspects. Et voilà, c'est une question qui mériterait de plus ample développement, de plus ample élaboration. Mais je pense que l'objectif de cet atelier, voilà, c'est de donner quelques jalons politiques, mais aussi historiques, sur cette question de l'oppression raciale, qui est intrinsèquement liée, on va le voir, à la question de l'impérialisme et donc au capitalisme. Donc dans un premier temps, voilà, on va essayer de donner plus une analyse, mais pas trop lourde, qui revient sur l'imbrication justement entre le racisme d'État et le système capitaliste. Et on va prendre un exemple très parlant, qui est celui de la France et du capitalisme français, qui a une histoire et une actualité aujourd'hui très liée à la question de la colonisation et aux positions économiques, politiques, géopolitiques de l'impérialisme français en Afrique. Alors, du coup, pour démarrer, je vais revenir sur pourquoi, de manière plus objective, il est important pour les révolutionnaires qui interviennent en France de s'intéresser à cette question de l'oppression raciale, à cette question du racisme. On l'a vu, récemment, le gouvernement français a entamé depuis maintenant plusieurs mois, presque un an même, une importante offensive islamophobe, raciste et autoritaire. Si on peut faire débuter un peu ce tournant bonapartiste depuis 2015 sous le mandat de François Hollande, on peut voir qu'en réalité c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la Ve République et dans le capitalisme français. Donc en fait, la forme islamophobe et raciste que prend aujourd'hui le tournant bonapartiste en France est directement liée à la nature de la bourgeoisie française et à la nature coloniale du capitalisme français, qui aujourd'hui, pour ceux qui étaient au topo de Philippe hier, aujourd'hui on le voit, la bourgeoisie française qui est ultra dépendante de ses anciennes colonies, en Afrique notamment. Pour donner quelques traits de caractérisation, le capitalisme français, on peut le caractériser comme un capitalisme de type rentier, dans le sens où il dépend grandement de l'exploitation des matières premières et des exportations. On peut prendre l'exemple des secteurs de l'énergie qui sont, je pense, parmi les plus emblématiques, comme Total, anciennement Elf, qui est un symbole, je pense, de la France-Afrique, ou encore Areva, désormais appelé Orano, dans le secteur du nucléaire. Donc de cette dépendance des capitalistes français de leur position impérialiste découle un aspect très militariste, très militarisé du régime politique de la Ve République. Parce que pour maintenir sa domination dans le précaré africain et pour poursuivre l'accumulation de capital, de richesses, l'État français a besoin de son appareil militaire, d'où le déploiement quasi annuel de troupes militaires dans le précaré africain et notamment au Sahel, dont aujourd'hui il y a toujours des implications. Je pense qu'un élément intéressant aussi, c'est que depuis le quinquennat de François Hollande, qui coïncide aussi avec la crise économique à l'échelle internationale, les interventions françaises se sont multipliées et les dépenses pour les opérations extérieures ont largement augmenté. Donc voilà, ça c'est une imbrication qui est historique. Je pense qu'on peut faire remonter à la Ve République, à la fondation de la Ve République par De Gaulle, qui a donné en fait une importance particulière au secteur militaire pour maintenir la France au rang de grande puissance impérialiste, avec notamment le développement de l'arme nucléaire et d'une importante industrie d'armement. Donc c'est le cas en fait aussi, on voit avec Hollande et même sous Macron,
la volonté en fait pour la France de se maintenir dans une période de crise importante, de se maintenir dans la hiérarchie des grandes puissances impérialistes, implique voilà une accélération en fait des interventions dans le précaré africain. Et en fait, on va le voir, ça va de pair avec une bonapartisation croissante du régime de la Ve République, et notamment depuis 2015. Pour donner rapidement, on pourrait en discuter, je pense que ce sera aussi l'occasion de la discussion du topo sur la question de l'extrême droite, mais nous on utilise beaucoup ce terme de bonapartisation qu'on peut définir voilà, en une ligne, je pense, par le renforcement des traits les plus autoritaires et les plus antidémocratiques de la démocratie bourgeoise, en utilisant voilà, les mécanismes qui sont contenus dans la constitution même de la Ve République. Et je pense que voilà pourquoi on peut marquer aussi ce tournant-là à 2015, où on a vu une accélération des attaques islamophobes, une accélération des attaques racistes dans le tournant bonapartiste. Je pense que ça s'exprime directement par la mise en place de l'état d'urgence, aujourd'hui qu'on connaît aussi sous forme d'état d'urgence sanitaire, etc. Et voilà, je pense qu'il faut rappeler aussi que l'état d'urgence, c'est une mesure directement héritée de la législation coloniale française. La dernière fois que ça a été mis en place, c'était, on le verra aussi par la suite, en 2005, avant le tournant bonapartiste en 2015, c'était en 2005 pendant les révoltes contre les violences policières, et avant ça c'était en pleine guerre d'Algérie en 1961, où De Gaulle avait déclaré le couvre-feu qui visait exclusivement les Français, je cite, les Français musulmans d'Algérie, où on peut voir aussi d'où découle le contrôle aux faciès systématique et le ciblage des personnes racisées dans les banlieues. Donc l'offensive actuelle qu'on connaît avec la loi séparatisme, avec des attaques contre des associations comme le CCIF, une stigmatisation croissante de la communauté musulmane, des personnes musulmanes en France, s'inscrit en réalité dans l'histoire même du régime de la Ve République, dans l'histoire même du capitalisme français, de son passé colonial, sur laquelle se fonde aujourd'hui encore l'impérialisme français. Donc moi je pense que c'est important d'avoir aussi cette lecture, là un peu dialectique entre les interventions extérieures, la géopolitique française et le tournant bonapartiste, la situation intérieure en France, sur le territoire métropolitain. Et je pense qu'un exemple assez clair de ça, c'est que la guerre contre le terrorisme islamiste, qui justifie d'une part la sécurisation des intérêts de l'impérialisme français, qui justifie les interventions en Afrique, notamment dans le Sahel, pour ce qui est de l'aspect extérieur, et cette guerre contre le terrorisme qui a aussi un volet intérieur et qui justifie le tournant bonapartiste et islamophobe sur le territoire métropolitain, et qui vise en grande partie les personnes racisées et les habitants des quartiers populaires. Donc pour voir aussi les imbrications directes qu'il peut y avoir, je pense, pour ce qui concerne le capitalisme français, la France, entre cette question de l'oppression raciale et la question de la nature même du capitalisme en France. Et ensuite je vais revenir assez rapidement pour pas trop alourdir, mais sur l'histoire, je pense, de l'immigration coloniale et postcoloniale en France, qu'on peut démarrer à partir en fait de la colonisation française à la fin du 19e, en milieu du 19e, fin du 19e, sur l'histoire plus récente, l'immigration coloniale et postcoloniale est venue grossir massivement les rangs de la classe ouvrière et des classes populaires après la Seconde Guerre mondiale, en fonction notamment des besoins en main-d'œuvre du capitalisme français, et plus largement aussi en fonction des ravages que peut causer l'impérialisme occidental et français, ces guerres dans les pays semi-coloniaux. Donc après 1945, afin de remettre sur pied le capitalisme français, il y a besoin d'une main d'œuvre, notamment à bas coût. Du coup, les travailleurs immigrés vont investir, enfin en tout cas vont être investis, souvent même de force,
dans les voilà, ils vont pas avoir le choix en fait dans les usines françaises, notamment dans les usines d'automobiles. Et je pense qu'un élément intéressant qui montre aussi que on a entendu par exemple Emmanuel Macron récemment qui s'inquiétait que la France se racialisait. On va voir que c'est pas la France ou les gens qui se racialisent tout seuls, mais que c'est l'État lui-même et le patronat qui a procédé, qui a utilisé l'assignation, on va dire, des travailleurs à des catégories raciales qui sont du coup des catégories sociales. Donc à cette période-là, post-45, le patronat, et je pense que c'est des exemples assez emblématiques, le patronat notamment industriel, c'est lui qui fixe presque directement les politiques migratoires. Hein, ça, je pense que c'est important de le savoir. Les politiques migratoires et les modalités d'accueil des immigrés en France, via notamment des organes étatiques de gestion de l'immigration. Donc, ce qui peut être aujourd'hui, je sais pas, certaines institutions qui sont chargées d'élaborer les statistiques de l'immigration, de l'accueil des immigrés en France. Avant, jusque dans les années 60-70, c'était un institut qui était composé des grands patrons de l'industrie et des représentants de l'État français. Moi, je pense qu'un exemple intéressant de ça, c'est la politique de recrutement dans le secteur minier, où on envoyait des sergents recruteurs, des DRH, on va dire, de l'époque, dans des villages marocains pour aller chercher des travailleurs par village entier, avec des méthodes de recrutement qui rappellent très clairement la traite esclavagiste, hein, c'est-à-dire du profilage physique, regarder la bonne santé des dents par exemple, des mains, donc voilà des méthodes qui rappellent très clairement cette traite esclavagiste, et on voit que c'est pas si lointain puisque ça a été jusque la fin des années 70, début des années 80. Donc pour donner quelques éléments aussi de qu'est-ce que signifie, je pense, le racisme d'État, un racisme qui est lié directement au capitalisme, c'est que on le voit avec ces exemples-là, mais la main-d'œuvre immigrée fait office de variable d'ajustement structurel, puisqu'elle représente une main-d'œuvre facilement exploitable pour les besoins du capitalisme, grâce justement au racisme qui est entretenu par la bourgeoisie et l'État. Et donc ça, on peut le voir très succinctement par la position qu'occupent les travailleurs immigrés et leurs descendants racisés dans l'appareil productif. Donc ils occupent souvent du coup les emplois les plus précaires, tant en termes de statut que de conditions de travail ou de salaire, et c'est aussi les plus exposés au chômage. Donc voilà, on le voit, hein, c'est la même logique, je pense, que ce soit pour la jeunesse, pour les femmes, mais c'est en temps de crise aussi les travailleurs issus de l'immigration, les travailleurs immigrés, mais aussi les travailleurs racisés qui occupent beaucoup des emplois comme dans l'intérim, externalisés, etc., qui vont se faire licencier les premiers, et qui en temps de croissance aussi vont être embauchés avec beaucoup plus de facilité. On peut résumer cette situation comme avec en disant voilà, premier embauché, premier licencié. Donc comme le sexisme, il s'agit d'un mécanisme d'oppression structurelle utilisé à des fins d'exploitation. Je pense c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que là on donnait des exemples un peu historiques, mais ça s'est largement accentué et en tout cas remodélisé avec le néolibéralisme à partir des années 80, qui a impliqué une restructuration et une parcellisation encore plus grande de la force de travail. Cette parcellisation qui repose notamment, on disait, sur le développement de la sous-traitance, sur l'externalisation de la main-d'œuvre, par l'appel à une main-d'œuvre temporaire, avec le développement de ce que nous on connaît très bien aujourd'hui, mais l'intérim, les CDD, les jobs précaires, on voit que les travailleurs immigrés ou les travailleurs des quartiers populaires occupent bien souvent ces emplois les plus précaires. Bon, s'ajoute à cette position dans l'appareil productif de la part des travailleurs noirs ou arabes un éventail de discrimination raciale, discrimination à l'embauche, pour trouver un logement, tout ce qu'on peut entendre aussi dans les médias qui stigmatisent la population musulmane.
à cela, du coup, s'ajoute, je pense aussi, la question du chômage, je pense, qui est importante, parce qu'aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, quelques chiffres, mais le taux de chômage dans les quartiers populaires, ça avoisine les 30%, contre environ les 10% pour la moyenne nationale, et le taux monte à 45% pour les jeunes des quartiers populaires, donc de 15 à 24 ans. C'est pourquoi, pour faire le lien aussi plus directement avec l'oppression que vivent ces jeunes, que vivent les habitants des quartiers populaires, c'est pourquoi en fait ces jeunes représentent un secteur, je pense, particulièrement explosif par rapport à l'oppression qu'ils subissent, qui convient du coup de mater, de contrôler par une présence policière et une répression constante dans les quartiers populaires. Du coup, face à cette oppression, je pense il y a beaucoup historiquement le mythe des populations racisées. Je pense notamment, par exemple, il y a beaucoup ce mythe de populations passives qui répondraient pas en fait à cette oppression. Je pense que c'est notamment le cas, mais pour faire des ponts avec la question de l'esclavage, la question des Noirs aux États-Unis, il y a beaucoup ce mythe que ils auraient été esclavagisés sans répondre, sans rien. C'est pas du tout le cas. Il y a depuis l'esclavage, la période de l'esclavage, systématiquement eu des luttes, des réponses à cette oppression et cette exploitation de la part de la bourgeoisie et des capitalistes. Et c'est pour ça aussi qu'on connaît, je pense aussi en France, une histoire du mouvement antiraciste, une histoire en tout cas politique des luttes de l'immigration, qu'elle soit coloniale ou post-coloniale, c'est-à-dire après les indépendances formelles, bien entendu. Donc je vais prendre des exemples en fait de ces luttes-là. Je vais en prendre notamment deux. Je vais en prendre deux dans la période des années 80. Et un troisième qui est celui de 2005, qui je pense est emblématique, puisque du coup il va nous faire entrer aussi dans le cœur du sujet, qui est la question de quel rapport ont entretenu ces luttes de l'immigration, ces luttes du mouvement antiraciste avec le mouvement ouvrier, avec les organisations du mouvement ouvrier et les organisations révolutionnaires ou dites révolutionnaires. Donc pour commencer, je pense que les années 80, on pourrait remonter beaucoup plus loin, mais pour circonscrire, les années 80, elles sont emblématiques puisqu'on assiste à, je pense, deux phénomènes centraux qui sont ce qu'on appelle les grèves pour la dignité des travailleurs immigrés, notamment dans le secteur automobile, des grèves massives, et aussi l'émergence sur le devant de la scène de cette deuxième génération, de ces enfants de l'immigration nés en France, mais assignés à ce statut de citoyens de seconde zone et même travailleurs de seconde zone. Et on va voir l'émergence d'un mouvement de ces enfants de l'immigration qui, avec leurs revendications en propre, contre les violences policières, contre la précarité, etc. Donc pour revenir rapidement, parce que je pense que c'est intéressant, que ça permet de dialoguer, de comprendre aussi la période actuelle, la question de l'offensive islamophobe, mais au début des années 80, donc en pleine offensive, au début de cette offensive néolibérale, notamment en France, qui va être administrée par le Parti Socialiste, qui est alors aux affaires, on assiste à des grèves massives de travailleurs immigrés, arabes et noirs, qui sont présents massivement dans les usines automobiles. Donc ils se battent centralement contre les licenciements et ils ont un programme qui est un programme, en tout cas des revendications qui sont des revendications principalement ouvrières, qu'on peut synthétiser dans cette formule qui est utilisée à l'époque par les grévistes des usines Talbot, des usines PSA en 83-84, mais qui sont nous voulons, je cite, nous voulons avoir les mêmes droits que tous les travailleurs. Donc voilà les revendications centrales de ces grévistes immigrés. Je pense que c'est assez intéressant de voir qui sont largement syndiqués, notamment à la CGT, etc. Et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là où il y a l'expression d'une lutte ouvrière qui par ailleurs est sujette à débat, on va dire, dans la sphère un peu intellectuelle, historiographique, où beaucoup en fait d'intellectuels, etc., plus bourgeois, essayent de présenter
ces luttes-là comme des luttes purement, on va dire, entre guillemets raciales, culturelles, qui seraient des luttes en fait de l'immigration et non pas des luttes ouvrières avec forcément une portée de classe. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à batailler cet aspect-là. Mais donc, pourquoi je pense que c'est un élément intéressant, c'est aussi de voir en fait la réaction que ça a pu susciter du côté de l'État et de la bourgeoisie, ce type de lutte et de grève de travailleurs immigrés, puisque c'est à ce moment-là en fait qu'on va voir surgir ou ressurgir le spectre de l'islamo-gauchisme qu'on connaît du coup aujourd'hui très bien par les différentes offensives gouvernementales. Mais en fait l'État va tenter, avec le patronat, avec aussi une bonne partie des directions syndicales, en tout cas les plus à droite, de dissimuler le caractère de classe de la mobilisation des travailleurs immigrés et de faire en sorte que le débat public ne porte pas sur la surexploitation et les licenciements en fait auxquels font face ces ouvriers immigrés, mais sur des questions religieuses, ethniques et culturelles. Et donc c'est notamment les ministres socialistes du gouvernement de l'époque, donc Mauroy qui est Premier ministre et Defferre à l'intérieur, mais aussi Auroux, ministre du Travail, qui vont accuser publiquement les ouvriers en lutte d'être des intégristes et d'être agités par des groupes religieux. Donc on voit bien le lien. Mauroy va parler même puisqu'on est en pleine, c'est au moment un peu après la révolution iranienne, va parler de grève des ayatollahs. Et donc on voit que cette stigmatisation en fait des musulmans et une partie du mouvement ouvrier comme des ennemis intérieurs est un peu une constante en fait dans l'histoire raciste et coloniale de la France, et qu'elle va s'inscrire durablement et se renforcer en fait à partir de cette période-là, à partir de ces grèves-là. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir que c'est venu de la part du gouvernement socialiste de l'époque, et que en fait il va y avoir de plus en plus ces débats ou ces faux débats autour de l'intégration des musulmans en France et du supposé problème de l'islam où l'ennemi intérieur redevient le musulman, ce qui était le cas fortement en fait pendant la période coloniale et pendant la guerre d'Algérie, et on va voir de plus en plus cette imbrication et ce passage entre l'ennemi intérieur qui est à la fois le communiste, même l'ouvrier qui ose se rebeller, et le musulman qui lui aussi, ou l'ouvrier racisé qui lui aussi ose en fait contester son exploitation. Et c'est vraiment la première fois qu'on va avoir ces thématiques de l'islamo-gauchisme dans le débat public, et ça va même être l'occasion de plusieurs tracts du RPR à l'époque, donc l'ancêtre de LR, des Républicains, qui vont faire une campagne pour dénoncer l'alliance de la faucille et du croissant dans les années 80. Voilà, donc je pense pour revenir là-dessus, les années 80, c'est aussi en 1983 l'énorme marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est aujourd'hui encore l'une des plus grandes démonstrations du mouvement antiraciste. Je pense avec les démonstrations récentes qui je pense font partie aussi de dates centrales pour l'histoire du mouvement antiraciste, qui je pense sont la marche contre l'islamophobie en 2019 et l'année dernière les mobilisations contre les violences policières et le racisme d'État. Voilà, pour donner un point de comparaison, c'est d'une ampleur comparable dans un contexte bien entendu différent. Alors, cette marche qu'on connaît beaucoup, il y a eu des films qui peuvent être assez dépolitisés, on a appelé ça la marche des beurs, mais ça c'est une construction principalement médiatique. À l'origine, ça s'intitule marche pour l'égalité et contre le racisme. Et on va revenir pourquoi aussi sur cette pourquoi c'est un truc qui est rentré un peu aussi dans le folklore. Mais à l'origine, c'est des jeunes de la banlieue lyonnaise des Minguettes qui sont à l'origine de cette marche,
et qui se réagissent en fait à des crimes policiers, donc qui démarrent, où il y a toute une vague dans les années 80, mais aussi dans les années 90. Moi je vous invite, il y a une page Wikipédia assez intéressante, vous tapez révolte, ou émeute, parce qu'ils appellent ça émeute des banlieues, et vous verrez que dans les années 90 notamment, il y a des révoltes presque chaque année, pendant toute la décennie des années 90, suite à la mort en fait d'un jeune noir ou arabe tué d'une balle dans le dos par la police, pour montrer que aussi c'est quelque chose qui s'est accentué depuis les années 80-90. Et donc ces jeunes dans les années 80 vont se rebeller contre cette situation d'oppression ultra violente, et ils vont tout de suite avoir en fait des revendications qu'on peut tout de suite qualifier de revendications aussi de classe, parce que bien entendu il y a la question des violences policières au premier plan, mais il y a la question de la précarité, la question du chômage, etc., qui est beaucoup avancée par ces jeunes-là. Et ils ont un slogan, je pense, si on peut retenir l'essence un peu, et le projet initial de ces jeunes-là de banlieue, quand ils décident de faire cette marche-là, quand ils partent de Lyon des Minguettes, c'est ce slogan qui est la violence, c'est d'avoir 20 ans, pas de boulot et les flics sur le dos. Donc, qui je pense montre un peu l'état d'esprit aussi des jeunes au moment d'initier cette marche. Donc les revendications principales, ça va être une carte de séjour et de travail valable pour 10 ans, une loi en fait contre les crimes racistes, et un projet bien sûr sur le vote des étrangers aux élections locales. Bon, alors très rapidement, ce projet-là, ce mouvement, il va être dévié et coopté par le Parti socialiste de l'époque, qui est alors au pouvoir. François Mitterrand va recevoir dans la foulée en fait de la marche à Paris, de l'arrivée de la marche à Paris, qui va accueillir près de 100 000 participants, va accueillir ces jeunes-là, leur promettre, il va les accueillir à l'Élysée, dans le bureau, etc., va leur promettre d'accéder à leurs revendications, notamment sur la question du vote aux élections locales, du droit de vote aux étrangers, de la loi notamment contre les crimes racistes. Donc, comme vous pouvez vous en douter, rien n'a été tenu, et plutôt que d'accéder à ces demandes, etc., la politique en fait de Mitterrand et du PS, ça va être de créer ce qu'on connaît aujourd'hui et qui est beaucoup vilipendé, mais à juste titre, par le mouvement antiraciste, mais ça va être la création de SOS Racisme, qui va servir en fait à coopter, encadrer le mouvement antiraciste, et notamment cette expression qui au début avait une certaine radicalité, même s'il y avait beaucoup de tonalités de revendications à l'intégration, à considérés comme des citoyens à part entière, etc. Mais ça va être l'objectif pour le gouvernement de coopter en fait ce mouvement-là, de canaliser et de vider le mouvement de sa radicalité. Et donc pour rentrer aussi là dans des discussions aussi plus stratégiques, ça permet de faire le pont, mais on peut voir, je pense, la position de la LCR à l'époque, on a pu voir notre camarade Jean-Philippe Divès dire que ça venait de loin, cette adaptation de la LCR au réformisme, au centrisme, etc. Mais on va voir que la LCR en fait va largement soutenir la création de SOS Racisme, et s'adapter en fait à la déviation du mouvement antiraciste par la formation de cette bureaucratie du mouvement antiraciste créé par le PS. La LCR a eu en fait une position très opportuniste, qui a été de s'adapter largement au succès médiatique et à l'hégémonie en fait de SOS Racisme, sans chercher à batailler contre la cooptation et contre la conciliation de classes manifeste d'une organisation comme SOS Racisme. C'est intéressant, ils étaient déjà passés au PS, mais ceux qui ont créé SOS Racisme, c'est beaucoup des anciens de la LCR, je pense Julien Drey, Harlem Désir. Ils vont avoir des positions, ils vont interpréter en fait les positions des militants antiracistes de la première heure, ceux qui ont initié la marche de 83, comme des revendications sectaires, puisqu'ils contestent en fait la récupération des SOS Racisme, et eux, la position de la LCR, c'est de dire que c'est des positions sectaires et qu'il faut dialoguer avec SOS Racisme qui a une influence de masse, etc. Donc
ça va me permettre voilà, de voir aussi les rapports, on va dire, aujourd'hui compliqués, mais qui viennent pas de nulle part, entre le mouvement antiraciste et les organisations ouvrières, les organisations aussi d'extrême gauche, qui, en fait, on le voit, ont été alimentées par, je pense, deux aspects principaux, qui sont d'une part, bien entendu, la politique de division des bureaucraties syndicales, mais aussi du stalinisme, beaucoup entretenu par le Parti communiste français, qui a depuis longtemps abandonné, on va dire, la question des oppressions et la question notamment de la condition des travailleurs immigrés et des travailleurs issus de l'immigration, mais aussi alimenté par, je pense, un certain ouvriérisme qui n'est pas sans lien avec celui, je pense, du stalinisme, du Parti communiste français, mais qui est l'ouvriérisme d'organisations comme Lutte ouvrière, et je pense que ça va de pair avec l'autre pendant qui est l'adaptation, je pense, de la LCR au réformisme, comme on a pu le voir à cette époque-là. Donc je pense que pour revenir rapidement, un exemple emblématique de ça, je pense qu'il y en a plusieurs, hein. On pourrait parler de la question qui a beaucoup agité les débats avant 2005, en 2003, 2004, mais qui était la question du port du voile à l'école, voilà, qui a été aussi un moment de rupture énorme entre les travailleurs des quartiers populaires et les organisations de l'extrême gauche, les organisations ouvrières. Donc on pourrait revenir, mais il y avait notamment en 2003 dans un lycée d'Aubervilliers où en fait il y a eu une campagne qui a été menée contre deux lycéennes où on demandait en fait d'exclure ces lycéennes parce qu'elles portaient le voile. À cette époque-là, le port du voile n'était pas encore interdit, mais ça a été une affaire en fait qui d'ailleurs a été beaucoup prise en charge, on va dire, au niveau du lycée par des responsables de la LCR et de Lutte ouvrière qui ont mené en fait une forme un peu de croisade un peu républicaniste aux accents très républicains, qui d'ailleurs aboutit à l'exclusion de ces deux jeunes filles. Et en fait cette affaire-là, par sa médiatisation aussi, ça a été une étape, je pense, importante qui a conduit à la loi interdisant le port du foulard à l'école. À laquelle s'est d'ailleurs beaucoup adapté notamment Lutte ouvrière, qui a cautionné cette loi et qui Lutte ouvrière, qui refuse beaucoup d'habitude les fronts unis, etc., qui là a formé un espèce de front uni républicain, républicano-compatible avec des organisations comme le PCF, et qui a été jusqu'à cautionner finalement cette offensive répressive de l'État. Je pense que pour aller rapidement, donc c'est une période importante parce qu'il y a ces lois-là et il y a surtout l'explosion d'une révolte dont on discute, je pense, peu en réalité, mais qui est la révolte de 2005, la révolte des banlieues de 2005. Dans une période où on est dans les années 2000, il y a une faible, on va dire, contention sociale et politique de la jeunesse des quartiers populaires, et dans ce contexte, il y a également beaucoup, il n'y a pas de contention, quand je dis il n'y a pas de contention sociale et politique, ça implique qu'il y a une présence policière constante dans les quartiers populaires, des violences policières aussi systématiques, qui vont pallier en fait à ce manque de contention qui d'habitude était plus pris en charge par les associations, etc. En fait, dans ce contexte-là, il va y avoir les émeutes de 2005 qui explosent, qui éclatent suite à la mort de Zied et Bouna. On connaît ces deux prénoms. Ce sont deux jeunes de Clichy-sous-Bois qui sont morts suite à un contrôle de police. Très vite, ça va embraser les banlieues françaises. Un peu comme les revendications des marcheurs de 83, même si c'est il y en a beaucoup qui ont parlé de révolte aphone, de révolte où il y avait pas, on avait du mal à identifier les revendications. Mais les études, même sociologiques, même bourgeoises, je veux dire, quand il y avait les contrôles de police, les interpellations policières en marge des révoltes, et qu'il y avait les interrogatoires des jeunes qui s'étaient révoltés, là encore, le caractère de classe de ces révoltes était indéniable.
Donc le motif principal, c'était bien sûr l'oppression policière systématique, mais aussi ce qui revenait beaucoup, parce qu'il y a plein d'études sociologiques, mais qui reviennent beaucoup sur les témoignages de ces jeunes, c'est la question de la précarité, l'absence de perspective d'avenir pour ces jeunes des banlieues. Donc je pense que c'est un élément important, et surtout de voir l'ampleur qu'ont pu avoir ces révoltes, c'est-à-dire que c'est des révoltes qui vont durer 3 semaines, du 17 octobre au 17 novembre 2005, et qui vont s'étendre progressivement sur tout le territoire national, de la région parisienne à Marseille, en passant par Toulouse, Lille ou Lyon, pour les principales métropoles. Donc je pense qu'il y a peut-être des camarades ici présents qui ont peut-être eu le recul, qui ont connu ces expériences-là, mais je pense que pour beaucoup de jeunes d'entre eux, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, qu'on est trop jeunes en tout cas pour appréhender politiquement. Et historiquement, il s'agit, sans exagération en fait, des plus importantes révoltes, si on peut parler de révoltes populaires, depuis mai 68. L'état d'urgence, il sera même déclaré par le Premier ministre de Villepin, et ce qui sera la première déclaration de l'état d'urgence sur le territoire métropolitain depuis la guerre d'Algérie. Et donc on va voir que très rapidement, ces révoltes, elles vont subir la répression, bien entendu, la répression policière, mais aussi une stratégie de la part de l'État, qui est une stratégie de marginalisation systématique de l'État et de ses relais de cette révolte, pour qu'il n'y ait aucune jonction entre le mouvement ouvrier, entre d'autres secteurs, que d'autres secteurs en fait de la population ne se solidarisent avec cette révolte des jeunes des banlieues. Et le gros problème qui va se dérouler en 2005, c'est que cette marginalisation va avoir un énorme succès, et que les organisations ouvrières, bien entendu les bureaucraties syndicales, mais les organisations comme le PCF, le PS, Lutte ouvrière notamment, vont s'adapter largement, plus qu'une adaptation, c'est une participation consciente à cette marginalisation-là. Qui en fait, plutôt que de considérer ces révoltes comme étant des révoltes légitimes d'une partie des classes populaires, d'une partie opprimée du prolétariat, vont considérer ces révoltes comme des émeutes violentes, signe d'un manque de conscience politique, et en fait toute la classe politique de l'époque va appeler unanimement à réprimer les révoltes. Pour la classe politique plus institutionnalisée, ça va aller du PCF à l'extrême droite. L'attitude du PCF, elle est assez parlante, c'est-à-dire elle va confirmer en fait une orientation totalement pro-bourgeoise et réactionnaire de ce parti de gouvernement. Va y avoir en fait plusieurs appels de députés communistes à l'Assemblée nationale, qui vont appeler à la restauration de l'ordre républicain le plus rapidement possible, tout en contestant l'état d'urgence. Donc ça mange pas de pain, ça permet de pas trop se mouiller. Bon, voilà pour le PCF, le PS, bon, n'en parlons pas. L'extrême gauche, quant à elle, n'a absolument pas été à la hauteur des événements et de ces révoltes, qui étaient pourtant légitimes. Et je pense que le pire exemple de ça, c'est la position ultra-droitière de Lutte ouvrière, qui va discréditer le mouvement en lui déniant toute dimension politique, et il va y avoir, on peut les retrouver dans certains articles, dans certaines même bulletins d'usine, les bulletins d'usine de Lutte ouvrière, où qui va qualifier aussi la révolte de caïds et de barbus et de voyous et de trafiquants. Avec tout un truc que ces révoltes-là, avec ces jeunes qui brûlent des voitures, en fait ça s'attaquait aux prolétaires qui va travailler le matin, etc. Donc on retrouve ici, je pense, quelque chose qu'il faut essayer de discuter aussi dans ce topo, mais une des conceptions caractéristiques, je pense, de l'ouvriérisme, de Lutte ouvrière, qui conçoit une classe ouvrière essentialisée, largement fantasmée par ailleurs, qui serait absolument pas traversée par des divisions ou des contradictions, et qui est une vision qui est finalement partagée aussi par le Parti communiste français et les bureaucraties syndicales. Le problème, c'est que Lutte ouvrière oublie en fait que
que ces jeunes, ils sont largement aussi laissés pour compte par les organisations ouvrières traditionnelles, qui ne les représentent absolument pas et qui les ont jamais vraiment représentés en fait, et que plutôt que d'orienter leur politique de manière à essayer de s'adresser à ces jeunes en révolte qui ont des revendications légitimes, voilà, ça va être de dénigrer en fait cette expression politique là. Je pense que, sans faire d'analogie hasardeuse, je pense que la position de lutte ouvrière vis-à-vis des Gilets jaunes, voilà, un secteur qui a montré en fait sa radicalité, son explosivité, c'est assez emblématique de ça, et on peut faire aussi le parallèle avec ces révoltes de 2015, qui voilà, une explosion en fait de colère sociale d'une jeunesse qui n'est pas encadrée voilà, par les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier. Pour parler maintenant de la LCR, qui va avoir une position moins droitière, beaucoup moins droitière quand même que lutte ouvrière, mais qui va pas non plus du tout être à la hauteur. C'est que elle va une nouvelle fois en fait s'adapter par adaptation, une espèce de pour pas être marginalisé, d'un espèce de front uni mais qui ressemble pas à grand chose, pour pas se retrouver marginalisé par rapport à ce front uni des organisations syndicales, réformistes, etc. La direction de la LCR va avoir une position plus, on va dire, bienveillante vis-à-vis des révoltes, mais sans jamais développer un programme pour cette jeunesse-là. Et je pense que ce qui est un exemple de ça, c'est que la LCR ne va pas en fait suivre les propositions, les préconisations de la JCR, donc de l'organisation de jeunesse de la LCR à l'époque, qui proposait en tout cas un programme même minimal en direction de ces jeunes de banlieue. Et donc voilà, plutôt qu'en fait de s'adresser et d'essayer de pousser à l'auto-organisation de ces jeunes par en bas, ils vont s'adapter plus à la logique en fait par en haut des organisations réformistes et syndicales. Donc voilà, je pense pour revenir succinctement sur deux exemples emblématique je pense de déviation qu'ont pu avoir les organisations ouvrières et les organisations d'extrême gauche en ce qui concerne la question de l'antiracisme, la question des revendications sur les violences policières, la question des préoccupations qui agitent énormément la jeunesse des quartiers populaires, mais pas que, les habitants aussi en général des quartiers populaires. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler, mais je pense très brièvement, que ça n'est pas du tout une donnée essentielle, une donnée invariable du mouvement ouvrier ou même du marxisme révolutionnaire, bien au contraire, puisque historiquement les pionniers du marxisme révolutionnaire qu'on peut revendiquer à Révolution permanente, que ce soit de Marx en fait en passant par Lénine ou Trotsky, ont largement pensé en fait cette question de l'oppression raciale, cette question de l'oppression qui servait en dernière instance le système capitaliste. On pourrait en discuter longuement, ça pourrait être l'occasion même d'un topo, mais Marx par exemple avait déjà pensé en fait la question de l'esclavage chez les populations noires, on connaît beaucoup cette citation de Marx qui dit il ne peut pas y avoir d'émancipation en fait des travailleurs blancs là où le travail du travailleur noir est flétri et surexploité. Je déforme un peu, mais c'est l'idée. Et aussi, on connaît beaucoup la réflexion de Marx sur les divisions dans le prolétariat anglais à l'époque, au début de la révolution industrielle, des divisions entre les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais, où Marx dit déjà que le secret en fait du maintien du pouvoir de la bourgeoisie industrielle britannique et anglo-saxonne, c'est cette division entre travailleurs irlandais et travailleurs anglais, et c'est le fait notamment que la bourgeoisie a réussi à insuffler profondément les préjugés xénophobes et racistes dans le prolétariat anglais vis-à-vis du prolétaire irlandais.
Lénine lui-même, je pense dans la droite lignée d'une logique qui n'est pas une logique purement morale, mais éminemment stratégique, d'une vision éminemment stratégique de l'anti-impérialisme, dans la droite lignée du refus de l'adaptation par exemple à la guerre de 1914, où on se souvient que les organisations ouvrières avaient massivement voté les crédits de guerre, mais où les bolcheviks avaient eu comme position claire de dénoncer en fait les impérialistes, que le prolétariat dénonce les impérialistes dans leur propre pays. Lénine va développer en fait aussi des discussions et une conception stratégique sur la question de l'oppression nationale, avec laquelle on peut faire des ponts en fait avec aujourd'hui ce qu'on peut discuter comme oppression raciale en France, mais aussi à l'échelle internationale dans les pays impérialistes. Il y a toute une réflexion de la part des bolcheviks et de Lénine sur la question de l'oppression des minorités musulmanes dans l'empire tsariste. Je pense que ça c'est un exemple, je vais revenir très rapidement dessus, mais qui peut aussi nous parler dans la période actuelle. Et en fait, Lénine il considérait à cette époque-là, faire attention aussi au parallèle, mais il considérait à cette époque-là l'islam comme la religion d'une nationalité opprimée, et qui du coup on devait en fait, les bolcheviks se devaient de combattre cette oppression exercée par l'empire tsariste. Je pense que c'est assez intéressant. Lénine, il avait comme position d'éviter en tout cas toute critique stupide et abstraite de l'islam, et on devait en fait convaincre les minorités musulmanes de l'orientation bolchevique et du socialisme, de la révolution prolétarienne, sans offenser, insulter les minorités musulmanes à l'époque. C'est un peu, je reprends les mots de Lénine. Donc voilà, ce qui est assez, je pense, intéressant. Et je pense qu'il est intéressant aussi, c'est que toute cette politique-là, elle va être largement abandonnée par Staline, qui va d'ailleurs mener une politique qui rappelle l'oppression exercée par les colons français en Algérie, mais qui va être toute une politique en fait de vouloir dévoiler les femmes musulmanes en URSS. Donc où on retrouve aussi des coïncidences avec en tout cas des ressemblances avec l'oppression coloniale exercée par l'Empire français, et qui montre aussi toute la déviation du stalinisme sur les questions d'oppression, que ce soit la question du patriarcat, mais aussi la question de l'oppression raciale. Donc voilà, là plus pour Lénine. Je pense que Trotsky aussi, dont on se revendique beaucoup, a aussi pensé la question noire, la question raciale, notamment aux États-Unis, et lui donner aussi une importance stratégique. Je vais le citer rapidement pour essayer d'avancer et d'avoir rapidement une idée en tête, et ce qui peut nous aider aussi à réfléchir à stratégiquement comment on s'adresse à la classe ouvrière, qui est par essence diverse, composée de différents secteurs, de femmes et de travailleurs racisés. Mais donc je le cite, lui il discutait beaucoup à l'époque avec le SWP américain, qui ne pouvait pas en fait faire abstraction de la forte proportion de travailleurs noirs, de l'oppression en fait subie par les travailleurs noirs aux États-Unis. Et Trotsky a beaucoup discuté notamment avec un révolutionnaire noir qui a été longtemps trotskiste, mais qui est C.L.R. James. Où il y a beaucoup d'échanges que je vous invite aussi à lire, qui sont très intéressants pour réfléchir à cette question de l'oppression raciale, mais bon, là qui concerne du coup principalement la question des Noirs aux États-Unis. Et voici comment Trotsky discute cette question-là à ses camarades du SWP américain. Donc je cite, il dit: si un groupe prolétarien fonctionne dans un milieu comprenant des ouvriers de différentes races, et malgré cela reste composé uniquement d'ouvriers de nationalité privilégiée, donc d'ouvriers blancs, alors je suis incliné à les regarder avec méfiance. Ne sommes-nous peut-être pas en train de nous occuper de l'aristocratie ouvrière, qui pose la question? Le groupe n'est-il pas infecté de préjugés de négriers, que ce soit activement ou passivement? Il repose la question. Et il dit:
Le cas est tout à fait différent lorsque nous sommes abordés par un groupe d'ouvriers nègres. Ici, je suis prêt à considérer d'avance que nous sommes certains d'arriver à un accord avec eux, même si un tel accord n'est pas tout à fait actuel, car les ouvriers nègres, en vertu de leur position générale, ne s'efforcent pas et ne peuvent le faire à dégrader qui que ce soit, à l'opprimer ou à le priver de ses droits. Les travailleurs nègres ne recherchent pas des privilèges et ne peuvent pas arriver au sommet sinon par la voie de la révolution internationale. Donc je pense voilà pour un peu la manière dont Trotsky concevait aussi cette question de l'oppression des Noirs aux États-Unis, voilà, avec un regard qui n'est pas moral ou quoi, mais qui revient aussi sur l'action de la position de ces travailleurs dans l'appareil productif et sur l'oppression objective que ces travailleurs subissent. Et je pense que cet héritage-là, il s'est exprimé aussi au moment de la création de la Troisième Internationale après la Révolution russe en 1919, sous l'impulsion de Lénine et Trotsky, où en fait les révolutionnaires vont porter une intention toute particulière à la question coloniale et à l'oppression des peuples colonisés. Et c'est voilà une position qui s'inscrit dans la continuité de la position des révolutionnaires contre la guerre mondiale. Et qui s'inscrit du coup contre l'oppression impérialiste dans les colonies. Donc on voit contre tout cliché entretenu par que ce soit l'ouvriérisme d'organisations comme Lutte ouvrière, que ce soit par le stalinisme et par les organisations syndicales ou même par l'adaptation en fait d'une partie importante de la LCR à l'époque, on voit que les marxistes avaient donc bien pensé la question de l'oppression raciale sur un terrain éminemment stratégique, et je pense qu'aujourd'hui voilà, l'objectif pour nous est aussi de se servir de ces élaborations-là pour voir comment on peut mettre en place une stratégie, un programme qui puisse mettre en avant la classe ouvrière comme le secteur le plus à même de combattre l'oppression raciale. Je vais terminer du coup brièvement en revenant plus sur l'actualité, en ayant fait, voilà, vous avez vu, on a fait beaucoup d'allers-retours, mais parce que je pense que c'était nécessaire, mais sur plus notre stratégie sur la période actuelle et quelles interventions, qu'est-ce qu'on pourrait penser, et je vais revenir aussi sur l'exemple de nos camarades américains, nos camarades de Left Voice, qui voilà, c'est un groupe encore petit aux États-Unis, surtout à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, mais qui a mené une politique intéressante en direction du mouvement Black Lives Matter de l'année dernière, qui voilà, était sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître en France, où c'était vraiment un moment de révolte de la jeunesse noire, aux côtés de la jeunesse aussi blanche, précarisée, et aussi des latinos aux États-Unis, où il y a eu des occupations de quartiers, des affrontements avec la police. Voilà, c'est des choses que nous on n'a pas connues, donc c'est pour ça que je vais discuter surtout de cette intervention de nos camarades. Donc voilà, pour ceux qui font partie en fait de la fraction trotskiste 4e internationale dont on fait partie. Alors, pour revenir sur cette séquence-là, d'abord je vais essayer de poser quelques éléments de contexte. Donc c'est l'année dernière, on est en 2020 et on est en pleine crise sanitaire, où la première vague est en train de, en tout cas la gestion répressive, les confinements commencent à se terminer pendant l'été 2020, et en fait on est dans une période où la crise sanitaire a mis en avant l'importance des travailleurs essentiels, des travailleurs en première ligne dans les secteurs de la santé, dans les secteurs du nettoyage, dans la grande distribution, et dans ces travailleurs-là il y avait une partie très importante de travailleurs racisés, de travailleurs noirs, de travailleurs arabes en France, notamment de travailleurs des quartiers populaires, des millions de travailleurs en fait sans lesquels la société ne pourrait pas fonctionner, notamment dans cette période de crise sanitaire et de confinement. La crise sanitaire, ça a été particulièrement dur et ça a visibilisé beaucoup l'oppression raciale et l'exploitation capitaliste, parce qu'on a vu, il y a eu une espèce de triple peine. C'était vraiment voire quadruple peine pour les habitants des quartiers populaires, pour les travailleurs racisés, qui étaient d'une part les plus exposés au virus,
les plus exposés au confinement répressif. On a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un déferlement pendant le mois de mars et d'avril, un déferlement de violences policières qui a eu lieu dans les quartiers populaires lors du premier confinement, avec des chiffres, il y a eu, si je me souviens, une dizaine de morts dans l'espace d'un mois de la part de la police, quand d'habitude, annuellement, c'est une quinzaine de morts à l'année des mains de la police. D'ailleurs, en avril, il y a eu des scènes embryonnaires, en tout cas, de révolte. On s'en souvient dans les quartiers populaires suite à ces violences policières. Mais aussi suite à des scènes, je pense, de précarité énorme. On a vu des scènes de pénurie alimentaire dans de nombreux quartiers. Je pense notamment, il y avait des scènes, on voyait à Marseille, de mamans qui devaient monter des paniers qui étaient donnés par des associations dans les quartiers populaires. Et du coup, la mobilisation contre les violences policières et le racisme d'État à l'échelle internationale, en France comme aux États-Unis, a eu lieu directement suite à cette séquence. Et je pense que voilà, c'est pas pour rien. Pour parler des États-Unis, la situation était largement similaire aussi. On a vu l'importance des travailleurs noirs et latinos en première ligne de la crise sanitaire, et dans la foulée, l'explosion de cet énorme mouvement antiraciste contre les violences policières, avec des éléments vraiment plus poussés en fait, d'auto-organisation, d'occupation de quartiers, d'occupation de places publiques, et avec des éléments de solidarité ouvrière bref, mais je pense très importants, comme la grève des dockers de la côte ouest, en solidarité au mouvement Black Lives Matter, qui ont bloqué 29 ports au moment de la mobilisation. Donc pour revenir à des discussions aussi, je pense, de caractérisation de la période et des discussions stratégiques qu'on discute depuis le début de cette université d'été, ce mouvement Black Lives Matter, notamment aux États-Unis, mais plus largement à l'échelle internationale, s'inscrit dans cette séquence qu'on caractérise comme une séquence de révolte populaire et de mobilisation de masse qui sont caractéristiques de cette période de lutte des classes dont on discute aujourd'hui beaucoup dans cette université d'été. On en discutait pendant le topo sur l'Amérique latine, mais c'est intéressant aussi de voir qu'en Colombie, qui est traversée ces dernières semaines par une énorme révolte historique de la jeunesse précarisée, qui a eu également l'année dernière, en août et en septembre, des révoltes contre les violences policières et l'oppression policière dans les quartiers les plus pauvres des centres urbains comme Bogota, Cali ou Medellín. Donc je pense que cette question des révoltes qu'il peut y avoir sur cette question particulière, cette question spécifique des violences policières, de l'oppression raciale, du racisme d'État, doit aussi se penser à l'aune de cette séquence particulière de la lutte des classes. Et donc je vais revenir rapidement sur l'intervention de nos camarades états-uniens de Left Voice, qui ont mené une politique, je pense, qui peut nous inspirer, une politique en direction du mouvement Black Lives Matter, et qui repose sur quelques fondements que je vais redonner ici. Alors, comme je le disais, aux États-Unis, l'année dernière, le mouvement il a été mené par une avant-garde aux traits plutôt autonomistes, mais qui a combiné mobilisation de masse et occupation territoriale de places publiques, avec à plusieurs reprises des affrontements avec les forces de l'ordre. C'était une avant-garde qui était jeune et multiraciale, et principalement dirigée par la jeunesse noire. Les camarades de Left Voice sont principalement intervenus dans l'occupation de City Hall à New York, et donc leur politique, elle a consisté à batailler centralement le poids des bureaucraties des ONG qui sont très fortes là-bas, qui dirigeaient le mouvement Black Lives Matter, et aussi des réformistes du Democratic Socialist of America, qui est l'aile gauche du Parti démocrate, dont est issue une figure qu'on connaît peut-être, mais Alexandra Ocasio-Cortez, qui a beaucoup d'écho, je pense, y compris pour je pense, le mouvement antiraciste en France et la gauche réformiste en France. Et donc les camarades, ils ont mené cette politique de bataille contre les bureaucraties, contre ces bureaucraties-là du mouvement, mais aussi ils ont poussé à l'unification avec les travailleurs
avec les travailleurs noirs et avec le reste des secteurs ouvriers. Donc il y a des exemples, je pense, intéressants, qui se sont liés avec des collectifs comme le Black Power Collective en Californie et le Detroit Will Breathe, qu'on peut traduire par Détroit finira par respirer, voilà. Avec le programme en fait qu'ont développé les camarades en direction de ces secteurs-là. Ça a été un programme qui visait à pousser le plus possible à l'auto-organisation. Donc voilà, pour faire le lien avec la bataille contre les bureaucraties des mouvements sociaux qu'il peut y avoir, donc qui sont beaucoup plus forts, je pense, pour le mouvement antiraciste aux États-Unis que ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France, où c'était pas la même configuration. Et donc, quelques points de programme que je peux donner qui peuvent nous aider à réfléchir, mais les camarades poussaient à la création d'assemblées par ville et par quartier dans tout le pays, des assemblées qui visent à réunir les secteurs de la jeunesse, les secteurs noirs des quartiers populaires et les secteurs de travailleurs, des travailleurs en première ligne qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire, notamment les travailleurs noirs et latinos. Ils ont aussi exigé énormément une politique d'interpellation des bureaucraties syndicales systématique, de continuer en fait d'appeler en fait aux mobilisations contre les violences policières et contre le racisme d'État. Et ils ont aussi développé ce mot d'ordre qui, je pense, pourrait avoir du sens en France à terme, peut-être en fonction d'un développement de la lutte de cette lutte antiraciste là, mais qui avait beaucoup de sens, je pense, aux États-Unis, qui était la question d'exiger que l'exclusion en fait des syndicats de police, des confédérations du mouvement ouvrier, c'est une revendication qui a eu pas mal d'écho et qui permettait de mettre le doigt sur la contradiction centrale d'avoir des policiers faisant partie des organisations, des outils de la classe ouvrière, des policiers qui sont des ennemis de classe par définition, par leur travail qui est de, bien entendu, garantir l'ordre et de préserver l'État bourgeois. Je pense qu'un aspect, pour terminer, très important du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis comme en France, ça a été le caractère multiracial des mobilisations. Je pense qu'on a vu, notamment aux États-Unis, une multitude de jeunes noirs et arabes, aux États-Unis plus des latinos, etc., et des jeunes blancs se rassembler ensemble et remettre en cause l'institution policière, fondement de la domination de l'État bourgeois et capitaliste. Et pour parler de ça et pourquoi je pense que c'est un aspect important qu'il faut avoir en tête, je vais citer un article d'une camarade qui a écrit un article très intéressant qu'on pourra envoyer, une camarade qui s'appelle Josefina, et qui a écrit au moment de Black Lives Matter un article très intéressant. Donc je cite: ce que redoute le plus la bourgeoisie, ce sont les moments de l'histoire où les luttes de classe réussissent à surmonter les divisions internes parmi les opprimés, à surmonter les préjugés racistes et toutes les autres formes de préjugés, pour construire une force unifiée contre l'État et les capitalistes et conquérir l'hégémonie sur les secteurs alliés. Ces moments qui se sont produits à plusieurs occasions dans l'histoire sont ce que le révolutionnaire noir C.L.R. James a appelé des moments où la foudre annonce le tonnerre. Donc voilà, pour aussi dialoguer avec la période particulière dans laquelle on peut être, loin, je pense aussi, ça c'était il y a un an, loin du scepticisme qu'il peut y avoir aujourd'hui. Qui est totalement du coup déphasé, je pense, de la situation réelle et objective de la lutte des classes. Donc voilà, je vais faire une conclusion très très rapide sur la candidature de notre camarade Anas Kazib aux élections présidentielles et sur le potentiel hégémonique d'une telle candidature. Alors je pense ce que représente la candidature de Anas au présidentiel, d'un ouvrier arabe issu des quartiers populaires et militant révolutionnaire, c'est que, au-delà de l'aspect symbolique, c'est que ça permet de porter haut et fort un programme révolutionnaire et hégémonique, c'est-à-dire qui s'adresse aux différents secteurs des classes populaires et opprimées, et en particulier, pour faire le lien avec notre sujet, aux travailleurs racisés, qui sont ces travailleurs essentiels qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire.
C'est pas étonnant aujourd'hui du coup de voir l'écho très important que peut avoir la candidature d'Anas dans les quartiers populaires et dans le mouvement antiraciste. Pour rappel, on a eu cette politique de présenter de faire signer une tribune de soutien à la candidature d'Anas au présidentiel, et il a été signé par des comités de familles de victimes de violences policières qui sont aujourd'hui à l'avant-garde du mouvement antiraciste. Je pense notamment principalement au comité Adama et au comité Gay Camara. Le dernier aspect sur ce potentiel hégémonique de la candidature d'Anas, c'est que la figure d'Anas, au-delà bien entendu de ses qualités personnelles indéniables, mais de la figure aussi, je pense, d'autres camarades ouvriers qui militent aujourd'hui avec nous, c'est qu'il représente... Il doit 10 €, c'est pour ça. Non, je parle pas que de toi, t'inquiète. Et aussi plein de travailleurs aujourd'hui qui n'ont pas encore rejoint d'organisations révolutionnaires, qui n'ont pas encore adhéré à un programme révolutionnaire, mais c'est que ça représente cette politique qu'on est en train de mener et qu'on discute depuis un moment. Ça représente une nouvelle génération ouvrière qui a participé au dernier épisode de Lutte des classes qu'on est en train qu'on discute durant cette UDT. Une nouvelle génération qui s'est caractérisée par une certaine radicalité, à rebours total de la politique des directions syndicales. Une génération de travailleurs, notamment racisés, mais aussi de travailleuses, qui ont d'ores et déjà fait preuve de leur insubordination, de leur combativité, et qui ont pu faire l'expérience de l'auto-organisation et qui peuvent remettre en cause aujourd'hui l'exploitation et l'oppression raciale, mais aussi toutes les autres formes d'oppression qui traversent la société, à condition bien entendu qu'il y ait une rencontre plus approfondie et plus large entre cette nouvelle génération et un programme et une stratégie révolutionnaire. Merci.